Le consommateur embryonnaire commence son développement dès sa première année d'existence. Les enfants amorcent leur périple de consommateur dès la petite enfance. Et il faut certainement les considérer comme de vrais consommateurs à cet âge. Depuis le baby-boom qui a fait suite à la Deuxième Guerre mondiale, jamais les Américains n'avaient vécu entourés d'un aussi grand nombre d'enfants. Il y a maintenant plus de 52 millions d'enfants de moins de 12 ans aux États-Unis. C'est la plus grande explosion de la population de jeunes depuis un demi-siècle. Et pour les entreprises américaines, ces enfants représentent la récompense ultime. Un groupe démographique inédit, important et fugace à conquérir à tout prix. Il n'y a aucun doute que les spécialistes du marketing visent les enfants à cause de leur pouvoir d'achat croissant. L'argent qu'ils dépensent pour acheter des vêtements, de la musique, des appareils électroniques totalise maintenant 40 milliards de dollars par année. Mais la principale raison de cet intérêt pour les enfants, c'est peut-être l'influence directe qu'ils ont sur les dépenses des adultes. La somme astronomique de 700 milliards de dollars par année, soit l'équivalent du PIB conjugué des 115 pays les plus pauvres du monde. Les spécialistes du marketing ont compris les gains qu'ils peuvent faire grâce à l'influence qu'ont les enfants sur les achats. Any questions? Jared, does he do any tricks? Does that work for you? Le pouvoir d'achat des enfants et leur influence sur les achats ont poussé les spécialistes du marketing et les publicitaires à adopter des stratégies beaucoup plus délibérées. Les enfants déterminent souvent le genre d'auto qu'on va acheter, le genre d'ordinateur, le contrat de téléphone cellulaire et même l'endroit où la famille ira en vacances. La plupart des parents et d'autres personnes ne voient pas à quel point les entreprises de marketing rendent la vie des parents misérable. Les stratèges du marketing ont étudié tout le phénomène du harcèlement. Quelles entreprises y parviennent le mieux et elles conseillent d'autres entreprises sur les crises les plus efficaces. Les enfants répètent parfois « Est-ce que je peux ?» jusqu'à 9 fois. Et une partie du facteur de harcèlement vise à maximiser le nombre de fois que les enfants vont demander et redemander. Ces enfants ont donc un pouvoir économique très important. Les publicitaires le savent et ils les ciblent comme jamais auparavant. Cette génération d'enfants est ciblée par la publicité comme jamais auparavant. Les enfants sont soumis aux concessions de licences de marque, au placement de produits, à la publicité dans les écoles, à la publicité furtive et le marketing viral. Il y a les DVD, les jeux vidéo, l'Internet, les iPods, les téléphones cellulaires. Il y a tellement de façons de joindre les enfants qu'on leur met une marque devant le visage à tout moment de la journée. On assiste à une immersion commerciale tous azimuts qui tente de convaincre les enfants par tous les moyens possibles. Les enfants sont inondés. Ils sont submergés par ce blitz médiatique. Les enfants sont en mode multitâche avec les médias. Ils sont donc plus vulnérables. Ils sont bombardés de plus de 3000 messages publicitaires par jour. Ces gens tentent de convaincre nos enfants que la vie consiste à acheter, à acquérir. La philosophie devient du berceau au tombeau. Ciblons-les très tôt, le plus souvent possible, dans le plus d'endroits possible. Pas juste pour leur vendre des produits et services, mais pour en faire des consommateurs à vie.
Bien que les adultes détiennent la majeure partie du pouvoir d'achat de toute collectivité, les enfants ont une influence certaine dans l'achat des biens de tous les jours. Les enfants participent depuis longtemps au marché de la consommation. Mais avant, la culture de consommation des enfants n'avait pas beaucoup de valeur. Même s'il est vrai qu'il y avait de la publicité destinée aux enfants dans les années 50, 60 et même 70, c'était très peu par rapport à aujourd'hui. La publicité destinée aux enfants était peut-être limitée dans les années 70, mais c'est alors qu'elle est devenue une réelle industrie, déclenchant un mouvement d'opposition à l'ensemble de la publicité destinée aux jeunes, suivi d'une série de décisions qui allaient déterminer son avenir. À la fin des années 70, la Commission fédérale du commerce a prôné l'abolition de la publicité aux enfants de 8 ans et moins. La Commission fédérale du commerce croit que les enfants se font leurrer par la publicité télévisuelle, en particulier par les annonces de céréales sucrées, et elle veut interdire toute publicité destinée aux enfants. L'interdiction découlait de la crainte que les céréales sucrées ne favorisent la carie dentaire et de recherches montrant que les enfants de 8 ans et moins ne comprenaient pas l'intention de persuasion de la publicité. Êtes-vous en train de dire que tout message destiné à un enfant plus âgé, un enfant de 8 à 12 ans, est fondamentalement trompeur? C'est exact. L'enfant ne dispose pas d'assez d'informations pour éviter d'être leurré et cette pratique commerciale n'est pas équitable. Les industries que cela allait affecter, les fabricants de jouets, les fabricants de céréales sucrées, se sont adressés au Congrès. Dans la société capitaliste démocratique américaine, on apprend à veiller à ses affaires et on n'a surtout pas besoin pour les 20 prochaines années d'une gardienne d'enfants nationale. Puis, le Congrès a retiré à la FTC une grande partie de ses pouvoirs de réglementation de la publicité aux enfants. Loin de tenir compte des craintes des défenseurs des consommateurs à propos de l'impact de la publicité destinée aux enfants en 1980, le Congrès a adopté la FTC Improvement Act. En vertu de cette loi, la Commission fédérale du commerce ne pouvait plus réglementer la publicité destinée aux enfants. Et le peu de pouvoir de réglementation de la publicité aux enfants qui subsistait a reçu un coup fatal au début des années 80. Le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement est le problème. Dans les années 1980, les États-Unis s'étaient entichés du marché et ils pensaient que le marché allait tout régler et qu'il fallait déréglementer l'industrie. Pour ceux qui possèdent des stations de télévision, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, je n'ai jamais aimé la machine gouvernementale. Et on n'a pas à substituer le jugement des bureaucrates de Washington à celui des diffuseurs professionnels. En 1984, le gouvernement Reagan avait complètement déréglementé la télévision destinée aux enfants. Les entreprises ont compris que le Congrès ne ferait rien pour restreindre le marketing destiné aux enfants. Et plusieurs spécialistes ont découvert que les enfants représentaient un marché énorme. Pendant les 2 décennies qui ont précédé la déréglementation, les dépenses des enfants consommateurs augmentaient peu, de 4% par année environ. Depuis la déréglementation, elles augmentent de 35% par année. Elles sont passées de 4,2 milliards de dollars par année en 1984 à 40 milliards aujourd'hui, une augmentation de 852%. La déréglementation a ouvert la porte à un genre de marketing visant les enfants, du jamais vu avant le milieu des années 1980. Quand j'étais petit, Hopalong Cassidy jouait à la télévision. Ça a été l'une des premières émissions pour enfants. Ce n'est que lorsque la série a connu un grand succès qu'ils ont lancé la boîte à lunch. Maintenant, ils conçoivent la boîte à lunch et les figurines d'abord. Voilà pourquoi George Lucas a dit « Je ne suis pas un réalisateur, je suis un fabricant de jouets ». Tout comme Star Wars. La force du marketing associe son nom à une foule de produits, des masques, des figurines, des sabres lumineux, des casques, des bonbons, des tasses, d'autres bonbons, des jouets à ressort, des figurines, des céréales et même un livre à succès. On se retrouve donc avec des promotions dans les restaurants de malbouffe, des photos des personnages du film sur des boîtes de céréales et des draps pour que les enfants s'endorment en pensant à ces images.
Puis, ils vont à l'école avec leur sac à dos et leur boîte à lunch où il y a les mêmes images que sur les t-shirts et les chaussures de leurs amis, et ils les réclament. Hello, Scooby-Doo crackers. Scooby-Doo. Tu les aimes? Yeah. Tu y as goûté? No. Comment peux-tu savoir si tu les aimes? Les macaronis au fromage Bob l'éponge ont été le succès de vente de Kraft. Je connais une enfant de 5 ans qui a dit à son père que les macaronis au fromage Bob l'éponge sont meilleurs que tous les autres macaronis au fromage. Bon, que peut-on dire à une enfant de 5 ans? On dit « Non, ce n'est pas vrai ». Et elle dit « Oui, c'est vrai ». Non, vraiment pas. Oui, je sais que oui. Bon, as-tu goûté au macaroni au fromage? Non, mais je sais qu'il a meilleur goût. Grandir est un processus difficile et parfois effrayant pour les enfants. L'une des choses qui leur procure un sentiment de stabilité et de continuité dans leur vie, c'est leur attachement à des pierres de touche, au nombre desquelles on trouve des personnages. Clifford, le gros chien rouge, la souris Mickey Mouse. Ce sont des constantes dans leur vie, des choses qu'ils ont le sentiment d'avoir comprises et avec lesquelles ils sont à l'aise. Quand on exploite ça et qu'on l'associe à un aliment, on s'en sert comme d'un levier d'exploitation très puissant pour gagner de l'argent. Mais les spécialistes du marketing ne se sont pas limités au nom de personnages pour vendre leurs produits. De plus en plus effrontés, ils intègrent les produits directement dans les divertissements pour enfants. C'est de la publicité malhonnête, de la publicité déloyale. American Idol, une émission de télé très prisée par les 2 à 11 ans, est truffée de placements de produits Coca-Cola. Ça déjoue le sens critique des enfants et le message s'implante dans le cerveau quand ils portent moins attention. Voilà pourquoi les publicitaires adorent les jeux Internet. Elle peut marquer des buts avec Skittles, courir avec les Chips Ahoy ou sortir avec Bob l'éponge. Ce nouvel univers de la publicité dans le divertissement et du divertissement publicitaire semble ne connaître aucune frontière, surtout avec l'avènement des nouvelles technologies des médias. Les enfants qui ont un cellulaire sont maintenant une cible de choix des publicitaires. Chez les 8 à 12 ans, un enfant sur 4 a un cellulaire aux États-Unis. C'est 5 millions d'enfants et on prévoit que ce nombre va doubler dans 3 ans. Les cellulaires rendent les enfants plus vulnérables à la publicité. Ils ont la publicité littéralement en plein visage. Cela signifie que si votre enfant a un cellulaire relié à l'Internet, il est la cible de publicités de genre dont vous n'avez aucune idée. Il faut cesser de voir la publicité aux enfants comme de simples annonces. Avec plus de 40 millions d'enfants internautes par jour, il n'y a sans doute pas d'outil plus important que l'Internet pour les publicitaires. Et ils veillent à cibler les jeunes là où ils se rassemblent, là où des dizaines de millions d'écoliers se retrouvent pour échanger, jouer et regarder des vidéos, tout en étant submergés de publicité. L'une des raisons pour lesquelles les publicitaires convoitent ces sites, c'est qu'ils peuvent y obtenir des données personnelles des enfants. L'Internet permet le micro-ciblage. Si vous connaissez la date de naissance de cette personne, vous pouvez dire « Joyeux anniversaire, Billy, as-tu vu la nouvelle montre Power Ranger ?» C'est très personnel. Si vous ouvrez 5 comptes différents de 5 régions géographiques, en modifiant le genre, l'âge et les préférences, vous verrez 5 annonces différentes, 5 univers différents. Mais l'enfant ne sait pas cela. L'enfant est en concurrence avec des gens qui ont une maîtrise en administration des affaires, avec des personnes parmi les plus intelligentes.